faut savoir qu'à toute une époque en Belgique, terrorisme, tu faisais fond de panne, hein. Il n'y avait pas de tiers de panne ou de réinsertion. Tu faisais fond de panne, hein, terroriste. Avec la vérité qu'on en a 5 ans, il n'a pas commis d'acte terroriste, hein. On a considéré qu'il faisait partie d'une organisation et que peut-être un jour, ils allaient faire quelque chose de pas bien. Voilà. Donc ça, c'est 5 ans, hein. Terroriste, c'est la seule infraction pour laquelle tu es condamné. C'est parce que tu penses des choses que tu ne peux pas penser. Donc ça veut dire que le tribunal rentre dans ton cerveau et tu es condamné pour avoir dit les mécréants, je vais en tuer grave. Et un jour, donc il finit sa peine. Il avait été condamné avec un autre gars. Il finit sa peine et en sortant, à un moment donné, son copain de l'époque, il continue quand même à se fréquenter et tout, alors que quelque part, ils ont les interdictions. Et ils fréquentent. Et 2, 3 ans plus tard, on retrouve les deux gaillards de nouveau en train d'avoir des projets qui sont pas top et arrêtés en détention préventive, voilà. Et je vais devant la juge et un truc qui est phénoménal, c'est que lui me dit: «Mais vous savez, quand vous sortez de prison dans un dossier comme ça, tout le monde vous a, dit tout le monde vous a catégorisé, tout le monde a peur de vous, tout le monde dit: "Quel, sale terroriste" et tout». Il dit: «Vous avez plus d'amis, vous avez plus personne». Il dit: «Le seul gars qui m'a tendu la main, c'est le gars qui est sorti de prison avec moi, puisqu'il était exactement dans les mêmes circonstances que moi». Par la force des choses, ces gens se refréquentent, ils se tendent la main l'un à l'autre, quoi. Et puis ils retombent dans leurs travers, ils vont dans les cafés où il ne faut pas aller, et cetera, quoi. La plupart du temps, et moi je me demande souvent comment est-ce que les enquêteurs travaillaient avant, c'est que la plupart du temps, les gars ils se font choper avec le GSM, hein. C'est tout le monde croit que Snap, Telegram, ça s'efface. Oui, oui, ça s'efface très bien, sauf si on attrape ton GSM. Si on attrape ton GSM, les enquêteurs spécialisés mettent une fiche dedans et ils font ressortir tout ce qui existe depuis la première minute que tu as acheté le GSM. Donc le GSM, c'est comme un ordinateur, on sait faire revivre tout, que ce soit Snap, Telegram, n'importe quoi. C'est parti de ton GSM, on sait avoir exactement tout. Tout ce qui a été écrit, hein. Les conversations, non. Les conversations, il faut que tu sois mis sur écoute pendant, pendant l'utilisation du GSM. Donc tout ce qui est écoute, ça c'est en temps réel, hein. Mais tout ce qui est écrit, on peut revenir dans le passé, on peut revenir facilement 2, 3 ans, 2, 3 ans avant, quoi. Et donc, même si c'est un bon criminel, tu sais, tôt ou tard, il se fait attraper. Pourquoi? Parce que bon criminel, et il pense qu'il est au-dessus des lois, et il pense que il y a des gars comme ça, ils vendent la cocaïne tout le temps, leur réseau est structuré, tout est bien, mais à un moment donné, tu te sens tout puissant et tu penses que plus rien peut t'atteindre et que par conséquent, tu prends moins de mesures de précaution, tu achètes une grosse voiture, 3 femmes, et cetera, et par la force des choses, tu te fais repérer à un moment donné. Et puis, il ne faut pas oublier que, hein, dans la rue, il y a beaucoup de balance, hein, voyons. Donc, hein, je me rappelle d'un client riff à moi, il m'a dit: «Maître», il m'a dit: «Il est vrai, on est ici, hein». Et il m'a dit: «Ceux qui sont dehors, c'est les balances, hein». Il me dit: «Les hommes, ils sont ici, maître, ils purgent, hein». Et donc voilà, donc bon criminel, tu es dehors, voilà, tu as acheté une Ferrari, ton cousin sait que tu as acheté une Ferrari, il va peut-être être jaloux, il va peut-être aller parler à la police en disant: «Ouais, mais vous savez», ou il va faire des menaces en disant: «Ouais, laisse-moi la moitié de ta Ferrari, le rouler, sinon je vais aller te balancer», tu vois? Même chose, les mecs qui travaillent dans la crypto et puis, stupéfiants, ils investissent un peu en crypto, mais la crypto, à un moment donné, quand tu crées les comptes, tu dois vraiment donner ton visage, quoi. Un gars, qu'est-ce qu'il avait fait? C'était un trafiquant. Il a suffi qu'il se connecte une fois à partir d'une adresse email ou d'une adresse liée à un abonnement Netflix ou Internet qui est au nom de telle personne. Et ils ont remonté toute la chale et voilà, ils savaient où se trouvait le mec, quoi. Parce qu'il a voulu aller voir combien il y avait sur son compte crypto. Tout ce qui est informatique laisse une multitude de preuves, tu n'as même pas idée, quoi. À l'époque, il fallait l'ADN, des choses comme ça, il fallait une balance, il fallait infiltrer un policier, tout ça. Aujourd'hui, voilà, tu suis un peu le type, tu le chopes, tu prends son GSM, tu sais, tu vas rire, mais moi, il y a parfois des clients, voilà, ils arrivent en prison et je lui dis: «Ouais, donc vous étiez à 3, OK, sur l'autoroute, dans une Audi RS, avec des casquettes Gucci et avec une plaque française. OK. Et ils vous ont intercepté, il y avait de la drogue dans la voiture». Il dit: «Mais monsieur, il fallait mettre des gyrophares, hein, sur votre voiture. Arrêtez-nous. T'as même pas de CPS. Tu vis chez les parents». Donc directement, le policier, il va se dire: «Ouais, ça c'est louche, quoi. Les gars qui se prennent avec 3 GSM. Pourquoi tu as 3 GSM? Tu es au CPS». Un dossier aussi, parce que les enquêtes, les techniques policières sont parfois
super intéressante. Tu avais comme ça un exemple qui est très parlant. C'était 3 mecs, ils avaient été dans un magasin de GSM et donc ils avaient fait quelque chose qui n'est vraiment pas bien. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans le magasin de GSM, ils ont ligoté le gérant, hein, ils sont passés au-dessus des comptoirs et ils ont emporté, je crois, une histoire de 300 GSM. Et tout est filmé par les caméras de surveillance et hop, ils sortent. Figure-toi que la dernière heure, les sports, pour ne pas les citer, vont avoir accès aux images du braquage, 2-3 jours après. Ces images du braquage vont se retrouver donc sur Internet en cliquant sur le lien DH, braquage, etc. Tu as cette vidéo qui fonctionne sur Internet, ok? Qu'est-ce qui va se passer avec les gamins? Quand je dis gamins, parce que j'ai un certain âge, bon, pour moi 18, 25 ans, c'est des gamins. Et donc, ils entendent, parce que c'est sur Bruxelles, ils entendent qu'il y a cette vidéo, et puis même eux, ils vont voir sur Internet, c'est bien, les réseaux, etc. Donc il y en a un qui tombe sur la vidéo, ils vont regarder la vidéo, pas 2 fois, pas 3 fois, 100 fois avec le gars à côté. Ah, t'as vu, là, c'était moi. Regarde, t'as vu comment, ouais, putain, t'as vu là comment il a ligoté. Toi, on revient en arrière. Ouais. Et dis, là, est-ce qu'on me reconnaît? Non, ouais, ça va, on va pas me reconnaître. Mais quand tu as cliqué 200 fois de la même adresse IP, les enquêteurs, ils identifient l'adresse de l'ordinateur où tu as cliqué. Et qu'est-ce qui se passe? Ils mettent 2 types en observation devant et ils chopent toute l'équipe. Hein. Attention, mais c'est super intelligent. Donc, tu vois, c'est pour répondre à ta question à ton doute, c'est les bons criminels. Comment est-ce que le gars va penser qu'en cliquant sur une vidéo fournie par l'ADH, que ça va être lié à l'ordinateur, à l'adresse IP qui va te donner une adresse, plus le système des fichiers aussi, hein, quand tu n'as pas été condamné, mais tu es suspect, il y a un numéro de notice BR60, BR Bruxelles 60 stup, donc tu as été suspecté, ben, le flic vient derrière ta voiture, il voit la plaque, il voit que la plaque correspond à un nom, il voit que ce nom a déjà été suspect dans des trucs de stup, et il t'arrête et il fouille la voiture. Hein. Tu sais qu'à l'époque, il y avait même ce qui s'appelait les fichiers BU, bande urbaine, c'est-à-dire que même si tu n'avais pas de casier judiciaire, même si tu n'avais été pas suspect dans un dossier, si tu habitais la commune 1140 Evert et que tu étais black, eh ben, tu étais dans un album photo des blacks répertoriés bande urbaine parce que ton copain un jour a été condamné dans un autre dossier, mais toi, tu n'as rien à voir, mais tu es juste black et tu fais partie de cette bande urbaine. Je ne vais pas donner tous les trucs, hein, mais ce qu'on appelle aussi le login control. Chaque fois que tu te fais contrôler dans la rue, il y a une trace de avec qui tu t'es fait contrôler. Okay. Donc tu te fais contrôler à 3 dans telle voiture, même ils te laissent tranquille, on prend les identités. Ouais, on prend les identités. Si la police fait bien son travail, login contrôle, donc il va apparaître dans un système informatique un jour que vous avez été contrôlé à 3 dans la voiture. Okay. Premier élément. Deuxième élément, tu as purgé à un moment donné à la prison de Saint-Gilles avec François. J'aime bien François. Donc, en général, c'est pas François. Donc, tu as par exemple purgé 2 ans avec François en cellule. Tu as eu un login contrôle avec 3 mecs. Tu as à un moment donné un de ces mecs qui se fait intercepter lors d'un braquage ou d'un trafic. Lors d'un braquage, cagoulé, etc. Il a laissé une preuve ADN sur lui, etc. Donc on se dit, voilà, ça c'est le mec. Ils sont à 3 sur image vidéo, il nous en manque 2. Pour savoir quels sont les 2 autres avec qui tu fais des braquages. Avec soit un gars avec qui tu as purgé, soit avec un gars avec qui tu as déjà été contrôlé. Tu ne vas pas faire une annonce dans la rue, cherche quelqu'un pour faire un braquage. Hein. Donc, tu vois, c'est un exemple que je te donne de fichage, quoi. Tu es trié, tu es classé, tu es suivi. Après, tu as le fichage qui est plus connu, le fichier S. Voilà, c'est quand tu n'as pas été condamné comme terreau, mais tu as des liens avec des personnes que tu ne peux pas avoir. Quand on attrape l'appareil téléphone, on sait toute ta vie. Et de plus en plus aujourd'hui, toute ta vie est sur le téléphone. Hein. Tu sais que parfois, il y a des dossiers où ils attrapent le téléphone et dans le téléphone, dans Notes, du mousson à 4, il y a le prix des keftas. On a dû aller acheter des keftas pour l'équipe qui a surveillé les plans, tu vois. Et donc, on va mettre les 20 € dans les frais pour les réclamer au patron. Et ils font des décomptes vraiment très précis, quoi. Ouais. Et donc, quand tu retrouves ça dans les notes, c'est quelque chose d'assez magnifique. Hein. Comment tu veux te défendre contre ça s'il y a toute la comptabilité dans ton GSM. Tu vois, ou des photos, ou parfois, tu vois, il y a des équipes qui travaillent, le mec, c'est le vendeur, il a fait 2000 €, ben, il filme la recette pour l'envoyer au boss, quoi. Ben, si on prend ton GSM, t'es dedans, hein. Ou la qualité, ou alors on voit, il y avait ça notamment aussi dans un dossier sur Liège, tu vois, quand les menus, tu as déjà vu quand même parfois sur le Snap, quoi, tu as les menus avec la marchandise, le type de marijuana, cannabis, combien, le prix, etc.
on dirait une carte de restaurant, quoi, tu vois. Donc c'est quand même pas normal, ça. Tu vois, pour dire à quel point ça ramène de l'argent, hein, pour qu'on puisse comme ça publier. Mais les gens pensent qu'ils vont être cachés derrière un GSM. Oui, tant qu'on n'attrape pas le GSM, hein, tant qu'on attrape le GSM de personne, parce que parfois, tu as acheté à quelqu'un, tu as utilisé Snap, tu te fais arrêter parce que tu as ta conso. Et ils te disent comment tu as acheté ça. Le gars dit, ah, mais j'ai acheté, j'ai contacté avec celui-là. Boum, il lui donne le truc Snap, ben, on met ça sur surveillance et on voit ce que tu fais et on voit comment le GSM bouge. Donc souvent, les trafics, ils les remontent par le bas, en fait, hein, par l'acheteur, hein, ou par la perquisition où on tombe sur certaines marchandises, personne n'est là, et ils prennent les indices, ils mettent en observation, etc., hein. La rencontre avec le psy, j'ai retrouvé, mais actuellement dans la communauté, donc que ce soit la communauté noire, arabe et autres, Ouais. tout ce qui est santé mentale, c'est un peu négligé. Ouais, à faire attention. Donc, oui, enfin, tu sais, le problème de la psychanalyse, c'est quoi? C'est que on peut pas dire à quelqu'un, va voir un psychiatre. Si tu vas voir un psychologue et un psychiatre pour faire plaisir à quelqu'un d'autre ou pouvoir avoir le petit papier, oui, j'ai été faire le suivi, ça sert absolument à rien. Le psychiatre, c'est une démarche personnelle. Ça veut dire que c'est toi-même un jour, après avoir tout essayé, après avoir écouté les amis, après avoir fumé, après avoir bu, et que tu vois qu'il n'y a vraiment aucune solution, un jour tu te dis, tiens, et pourquoi j'irais pas voir un spécialiste extérieur à la famille qui va m'aider, tu vois. Tu dis la communauté noire et tout, mais je pense qu'à un moment donné, ce qui se passait, même dans la communauté noire, tu allais voir le chef du village, tu vois, et c'était le sage, et c'est peut-être lui qui te donnait des solutions, tu vois. Ça s'appelait autrement, ça s'appelait le chef du village, mais le psychanalyste, c'est quelqu'un extérieur à la famille qui va interpréter la situation et qui va te dire, bon, à ta place, moi, je ferais ça ou ça, et il attend toujours aussi que la solution vienne de toi. C'est pas lui qui te donne des ordres, hein. C'est à force du discours que la solution vient de toi-même. Et j'en reviens à mon propre expérience que moi s'était passé, c'est que j'avais un ami qui lui avait été consulté. Et donc je lui avais soumis mes problèmes à moi, il m'a dit, tu sais, pour ce genre de problème, en fait, il faut aller consulter. Ce qui peut parfois être très mal pris, hein, parce que tu as un pote, il est pas bien, et tu lui dis, ouais, tu irais pas voir un psychiatre. Et le gars, il te dit, ouais, quoi, je suis fou, quoi. Tu vois. C'est pas ça. Le voir un psychiatre, c'est pas être fou, hein. Le voir un psychiatre, c'est se dire, j'ai suffisamment d'intelligence pour admettre que j'ai besoin d'une aide extérieure, payante, et donc tu vas voir quelqu'un qui est extérieur, parce que souvent, c'est quoi? C'est des conflits familiaux, c'est avec ta femme, c'est etc. Donc tu peux pas demander à ton beau-frère, dis-moi comment je vais faire. Par contre, tu demandes tu dis tout ça sans filtre à quelqu'un qui est extérieur, il examine tout, il en parle avec toi, et tout doucement, ça passe, quoi. Rien que le fait d'en parler, ça aide, quoi. Quand tu as le bras cassé, tu mets un plâtre, non? Non. Quand tu as le bras cassé, tu mets un plâtre. Donc, quand tu as mal à la tête, tu prends une aspirine. Et donc, quand quelque chose ne va pas mentalement et psychologiquement, ben, tu vas voir un psychiatre. Le remède, il est là. Il faut juste aller le chercher. Donc, quand tu me dis c'est mal vu, c'est pas vu, c'est machin, tu ne dois pas évoluer dans ta vie pour faire plaisir à la personne qui est à côté de toi. Tu dois aller essayer ça. Et si tu vois que toi, ça te procure du bien, j'ai envie de dire, si tu réfléchis plus loin, si toi, ça te procure du bien, si ta mère voit que ça t'a procuré du bien, pourquoi est-ce qu'elle va venir dire le psy c'est mal vu, c'est pas bien? Hein. Ce qui est mal vu, c'est de rester crevé tout seul dans sa chambre avec ses douleurs, ses problèmes, aller dans la rue, parler avec ton copain du parc, fumer des joints, et puis après aller prendre la cocaïne, parce que les joints, ça n'a pas suffi à te faire oublier les problèmes de ta vie, etc. etc. Tu vois? Donc peut-être qu'il faudrait beaucoup plus conseiller ça. Mais en tout cas, ça fait partie aussi d'une de mes motivations pour faire des vidéos et des podcasts, hein. Tu vois, moi, je suis passé par là. Moi, j'ai fait 8 ans de psychanalyse, hein. Tu sais, les gens, ils n'osent pas les 2-3 séances, tu vois. Moi, j'ai fait 8 ans. Après, j'ai pas fait tous les jours, hein, mais au début, c'était 2 fois par semaine, après 1 fois par mois, après 1 fois tous les 2 mois, après quand toi, tu en as besoin, tu vois. Mais j'ai eu la chance de faire ça jeune, à l'âge de 24 ans. Si tu fais ça à 24 ans, il y a moins de problèmes que si tu vas commencer une thérapie à l'âge de 40 ans, hein. Tu vois, parce que dans la balance, tu as 40 ans et puis tu as 2 jours de psy, tu vois. Donc la balance, elle va pencher de l'autre côté, hein. Donc c'est intéressant d'aller faire ça quand tu es encore jeune, quoi, tu vois. Et en parallèle, par exemple avec les études, moi j'avais fait aussi pourquoi? Parce que voilà, mon père n'était pas tellement instruit, tu sais, il n'a pas fait l'UNIF ni rien. Et donc moi, quand j'avais un bon résultat à l'UNIF,
ben, c'était chouette de le partager avec le psychanalyste qui, lui, reconnaissait la valeur de ton travail et qui te disait, tu sais, ton père, il voit tu roules en Porsche, il dit, il a réussi. Mais si tu viens lui dire, ouais, j'ai réussi à libérer tel gars parce qu'il y avait un vice de procédure et la Cour de cassation a considéré que, c'est bon, après 3 phrases, il est noyé, quoi. Donc j'avais besoin de la reconnaissance de quelqu'un instruit. Et donc, si tu veux, le psychanalyste, c'était un peu devenu le père spirituel. La plupart du temps, tu sais, les gars qui sont détenus, qui ont des problèmes, c'est, comme tu le dis, c'est cette manifestation de l'amour du père en général, hein. En général, la mère, c'est assez facile, hein, parce que la mère, c'est celle qui est là. Tu sais, le père, le rôle du père, c'est le rôle du méchant, hein. Donc c'est celui de taper sur le clou quand tu fais les choses pas bien et tu t'es fait engueuler par ton père et tu vas pleurer dans les bras de ta mère, hein. Donc l'amour de la mère, en général, il est là, tu vois. Qu'est-ce qui est plus difficile? C'est un père, surtout dans nos mentalités à nous, ce qui est plus difficile, c'est un père qui te prend dans les bras et qui te dit: «Mon fils, je t'aime» et qui t'embrasse, quoi. Tu vois? Le père, ne va pas faire ça. Ça doit rester le paternel, ça doit rester, l'homme, de la maison. C'est pas le gars qui a le droit d'être faible. Donc venir prendre son fils dans les bras et pleurer avec son fils, ça va pas, quoi. Tu vois? Dans le rôle qu'a le père dans nos communautés, ça va pas. Or, justement, l'enfant, il a besoin de ça. Et l'enfant a besoin aussi autant de l'amour de la mère que de l'amour du père. C'est moi, ça m'était arrivé des fois où c'était mon anniversaire et mon père avait oublié. Et tu te dis, putain, est-ce que mon père, il m'aime? Comment ça se fait qu'il a oublié ma date d'anniversaire? Ça n'a rien à voir. Le type, il est dans ses problèmes. Et c'est ce que j'explique. Tu sais, ton père, il te montre qu'il t'aime euh, en payant le loyer, en te donnant à manger, en t'achetant un truc pour ton anniversaire, tu vois. Et pas spécialement en te prenant dans les bras et en disant, je t'aime, quoi. Tu sais, j'avais à l'époque quelque chose comme ça un peu étonnant pour te dire comment est-ce que les pères arrangent parfois les problèmes. C'est que j'avais une petite amie, j'avais 18 ans, ça faisait 2 ans que j'étais avec elle, et à un moment donné, ça se termine, je suis pas bien, quoi. Et cette fille m'avait acheté une veste en cuir, etc. Et j'ai dû expliquer un peu à mon père, voilà, ça a été fini parce qu'elle a été voir un autre gars, etc. Et ton père, il est là, il te dit, bon, viens, on va aller faire les magasins. On va faire le magasin, et le mec te dit, ouais, jette cette veste, tu vois. Et il t'achète une autre veste. Mais mec, j'ai pas besoin que tu m'achètes une autre veste, j'ai besoin que tu m'écoutes, quoi. Je suis pas bien, quoi. Qu'est-ce que je vais faire? Et pourquoi le père, à ce moment-là, ne montre pas ses faiblesses? Il pleure un peu avec toi, il te dit: «Tu sais, dans la vie, voilà, parfois tu vas rencontrer une femme et ça va peut-être pas être la femme de ta vie. Regarde-moi, ta mère, ça a pas été la première femme» et tu parles, quoi. Tu sais, on disait l'amour, le «je t'aime», mais c'est aussi de la communication. C'est aussi, les sujets que tu peux aborder avec ton père, tu vois? Tu disais là tantôt, ouais, psy. Donc, si on se met dans cette bulle-là, est-ce que je peux aller dire à mon père, «Écoute, ça fait 6 mois que je fume des joints, j'ai un problème, est-ce que j'irai pas voir le psy, machin?» C'est vrai que là, le père, il va pas comprendre, quoi, tu vois? Donc, c'est pas seulement la transmission de l'amour, c'est au-delà de ça, c'est la communication. Qu'est-ce que tu peux communiquer avec ton père, hein? Ouais. Qu'est-ce que tu peux dire? Est-ce que tu peux avouer tes faiblesses, à ton père, hein? Est-ce que tu peux échanger? C'est vraiment un problème de communication et problème de communication, n'oublie pas, qui vient, se complexifier par l'autre problème qui est le problème du temps. Quand tu as le père, étranger et cetera, il doit déjà galérer, hein, pour bosser, pour travailler, peut-être il a 6 enfants, tu vois? Il doit nourrir 6 gosses, quoi. Comment est-ce que tu nourris 6 gosses et en même temps, tu sais, tu rentres chez toi à 8 heures du soir, tu es mort, crevé et tu en prends un par un dans le salon et tu vas dire: «Bon, donc aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas pour toi?» Non, hein, tu vois? C'est pour ça qu'il disait l'amour du père, c'est celui qui paye le loyer, c'est celui qui bosse comme un crevard pour te donner à manger. Et moi, par exemple, voilà, mon père, il savait pas lire mes devoirs, mais il travaillait beaucoup plus de temps dans ses commerces pour pouvoir te payer les cours particuliers ou les cours du soir, ou tu vois. Donc, ça, je pense que tout le monde peut faire. Le conseil à la jeunesse, lisez. Arrêtez le TikTok. Ouais, c'est pas bon pour vous, ça. Non, arrêtez le TikTok dans le sens, tu vois ce que je veux dire, quoi. TikTok, ouais, voilà, tu peux aller une demi-heure, enfin, tout ce qui tourne sur des réseaux sociaux, GSM, une petite demi-heure, une petite heure, le soir, quoi. Mais je veux dire, d'abord, tu sais, avant la récompense, il y a le travail. Donc moi, je dirais plutôt étudie, et quand tu as étudié ta journée, à la fin, à la limite, paye-toi un petit loisir. Mais le loisir, sans étudier, ça ne va pas. Le secret, c'est, il faut s'éloigner des glandeurs. Voilà, il faut rester éloigné des glandeurs et des gens
qui n'ont rien à faire et qui se lèvent tous les jours à 14 heures, tu vois. Quelqu'un qui se lève à 13 heures, enfin, c'est pas normal, quoi. Tu vois. C'est comme moi à l'époque, je me dis, tiens, c'est bizarre, je me fais plus jamais contrôler, les policiers, etc. Puis je me dis, ah ouais, c'est normal, t'es pas à 4 heures du matin dans la rue un mardi, quoi, près d'un parc. Tu vois. Donc, tu vois, quand tu as une vie normale, des horaires normaux, tu as moins de problèmes, quoi. Deuxième conseil aussi, c'est de prendre un agenda papier, tu vois, et de mettre dans cet agenda papier tes rendez-vous et tes choses, quoi, parce que l'agenda papier, si tu veux, ça te renvoie à toi-même. Donc mets-toi des trucs à faire, voilà, jeudi 16 heures, je dois faire ça, tu vois. Le dentiste, le ci, je vais aller faire tel bouquin. Enfin, ta vie doit être organisée dans un cadre. Si tu organises pas ça, que tu dis demain, ouais, je verrai ce que je vais faire et tout, ben, tu sais, c'est comme quand tu vas dormir à 3 heures du matin, tu as déjà décidé que la journée du lendemain, elle est pourrie, quoi. Pas, t'imagines, tu tournes la page, elle est blanche. Demain, ouais, il n'y a rien. Après-demain, ah ouais, il n'y a toujours rien. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Ah, il n'y a rien. Ben, ça veut dire que t'es rien, quoi, en fait, en gros. Mais si tu restes sur TikTok toute la journée, évidemment, t'es quelqu'un, quoi. Ça tue le temps, hein, tu vois. Donc moi, je pense qu'il faut toujours un cadre, une structure, quoi, pour avancer. Ah non, mais c'est... De rien, c'est moi qui vous remercie.